Ah, on a parlé hier du jeûne intermittent. Rapidement, il y en a plusieurs qui ont témoigné des expériences. C'était intéressant, je pense, bah, déjà pour vous, parce que on sentait qu'il y avait de la recherche derrière. Puis pour ceux qui n'avaient jamais expérimenté, ça donnait des pistes de réflexion. Alors j'ai déjà fait un enregistrement sur le jeûne intermittent, mais c'était plus théorique, sur les études, sur les bienfaits. Enfin, c'était plutôt didactique. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de le faire de point de vue pratique. Parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent bah, comment on fait, qu'est-ce que c'est, comment on met en place, c'est plutôt le soir, le matin, qu'est-ce qu'on mange, le même volume. Donc je ne vais pas revenir sur les bienfaits du jeûne intermittent parce que je l'ai déjà rebattu. Par contre, voilà, comment on l'organise. Donc déjà, bon, on peut redéfinir ce que c'est que le jeûne intermittent. C'est de manger sur une plage horaire réduite, en général de 8 heures. Donc ça peut être, je ne sais pas, de 7 heures du matin à 15 heures ou de midi à 20 heures, par exemple. Donc pour consacrer un maximum de temps à optimiser les processus éliminatifs, donc c'est-à-dire la durée du jeûne. Donc l'autolyse, la détoxination et une partie de la rénovation cellulaire. L'énergie économisée par la non-digestion, ce qu'on a vu hier, va être mise à profit pour cela. Alors si on dit théoriquement quel repas il est mieux de sauter, si on va dans cette logique d'étendre la durée de détoxination sur une journée, il serait préférable de supprimer le repas du matin, qu'on appelle le petit déjeuner. C'est bien le petit déjeuner, on casse le jeûne, déjeune. Et la nuit, c'est le moment le plus favorable pour la détoxination. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des processus cataboliques, c'est-à-dire de destruction qui se produisent de manière nocturne. On est au repos, sans activité intellectuelle et normalement sans digestion. Donc, on fait une translation de l'énergie qui n'est plus dans l'assimilation, comment je veux dire, le locomoteur et puis la digestion. Alors, cette période privilégiée de la nuit, où on détoxifie, on le voit, on transpire, on a la bouche pâteuse, on a les urines chargées, et le matin il est possible qu'on aille à la selle directement. Donc on a accompli un nettoyage qui va être rompu par le déjeuner, c'est-à-dire le fait de casser le jeûne. On va casser le jeûne et on va ralentir tout du moins, mais souvent stopper ce processus-là en allant vers l'urgence de digérer. Il y a quelque chose qui arrive dans l'estomac, tout ce qui se passait dans la cellule, on l'interrompt. Alors évidemment, supprimer ce petit déjeuner-là, ça va nous permettre d'être en continuité. Quand bien même on va se lever, on va peut-être se doucher, on va peut-être se frictionner, s'habiller, se mettre en activité, réfléchir, ça sera quand même moindre que de mettre ta tartine de pain, euh, confiture, sucre, etc. Beurre dans le café au lait, avec des choses qui vont mettre 3 heures à se digérer. Donc c'est théoriquement le petit déjeuner qu'on devrait faire sauter. Mais évidemment, il y a des exceptions. Par exemple, la personne qui est fatiguée, qui est en épuisement, je dirais qu'en fatigue surrénalienne, pour elle, commencer une journée, c'est un labeur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la décharge de cortisol normale qui sert de starter, un peu de booster à sa journée. C'est-à-dire qu'on a beau avoir dormi 10-12 heures, on est quand même dans le sac et on a du mal à commencer la journée. C'est dur. Il n'y a pas cette décharge hormonale qui nous permet de nous activer. On peut appeler un starter. Et donc, ces personnes-là, si elles doivent fonctionner dans leur journée, par exemple travailler ou s'occuper des enfants ou je sais pas, faire des travaux dans la maison, des choses qui sont plutôt obligatoires, eh bien ça va être dur, elles vont se traîner. Donc elles vont fonctionner avec un stimulant. Alors que ça peut être quoi un stimulant? Ça va être le café, ça va être le tabac, les boissons énergisantes, le thé, etc. Et pour ces personnes-là, le petit déjeuner, sans parler de l'apport nutritionnel, c'est-à-dire de l'énergie extérieure que ça pourrait amener, ça va surtout être un stimulant. Ça va mettre en alerte le corps, ça va mobiliser de l'énergie digestive, et poum, ça va donner un coup de fouet. Donc il est préférable de manger. Alors vu qu'on a vu qu'il y avait un problème de cortisol,
ce ne sera pas des fruits, enfin les glucides qui seront à privilégier pour ces personnes-là, parce que le cortisol est une hormone qui a une incidence sur l'hormone de l'insuline, donc qui va réguler le sucre dans le sang. Donc s'il y a une déficience à ce niveau-là, on ne va pas du tout privilégier les glucides sur un jeûne intermittent où on mange le matin pour les gens fatigués. On va privilégier, c'est le cas en chrononutrition, mais bon, c'est vraiment du concept, les protides ou les lipides. De mon point de vue, je privilégierais plutôt le conseil de lipides, lipidoprotides. C'est rare qu'il y ait des familles uniformes. Qu'est-ce que ça peut être? Avocat, olive, oléagineux trempés, purée d'oléagineux, voire les œufs. Mollet à la coque, etc. Donc c'est-à-dire des choses qui contiennent très peu de glucides, qui vont se digérer très bien, qui sont denses, donc qui vont optimiser la digestion et l'énergie qu'ils vont apporter. Donc plutôt de la densité calorique. Ça peut être éventuellement un petit jus de légumes aussi, quelques centilitres. Même si ces personnes-là devraient veiller au repos, pratiquer un jeûne intermittent lorsqu'on est fatigué avec l'intellect en se disant je vais sauter le petit déjeuner pour détoxifier, c'est se mettre dans des zones assez peu confortables. Donc pour ces personnes-là, le jeûne intermittent, il est préférable, au moins dans un premier temps, de le mener de manière sur la première partie de la journée. Donc j'ai donné un exemple, pareil, de petit déjeuner. Et il y a des personnes aussi qui aiment fonctionner avec le petit déjeuner, qui ne se sentent pas manger le matin. Ceux-là pourront peut-être manger les fruits, des oléagineux, des choses comme ça. C'est un petit peu à l'instinct, au ressenti. Généralement, le matin, on n'a pas une grande faim. Mais il y a des personnes, je pense notamment aux gens qui se lèvent très tôt, qui font des travails de force en extérieur, surtout si on va avoir des températures fraîches. Par exemple ici, là où on est, il fait très chaud, mais on tape moins 15, moins 20 l'hiver. Donc imaginons que je travaille, je ne sais pas, à réparer des lignes EDF, donc je suis en plein vent, à 7h du matin, peut-être que les calories vont me permettre de me réchauffer plus vite. Et donc, si je suis de matin, si je travaille en décalé, peut-être si je prends à 5h, si je fais 5h, 13h, je travaille une équipe 5h, 13h, il est peut-être préférable de prendre mon petit déjeuner, même si c'est pas physiologique, à 4h, ou alors de manger quand j'arrive sur le lieu de terrain, ou de faire une pause très tôt, pour manger à ce moment-là, pour refaire de la charge calorique. C'est un peu ce que faisaient les anciens. Moi, j'ai souvenir dans ma famille, mon grand-père, donc on prenait le petit déjeuner ensemble des fois, quand je dormais du côté de la famille, hein. Donc vers les 8h30, 9h. Donc moi je me levais, et je dis tiens, il déjeune bien, sauf que lui il était levé à 4h pour aller traire les vaches, etc. Donc il avait déjà 4 heures de boulot en extérieur assez physique, enlever le fumier, recharger la paille, traire, aller en extérieur, réparer 2-3 affaires, et puis ranger les bêtes. Et forcément, lui il avait déjà dépensé de la calorie derrière, il fallait qu'il la reprenne. Mais ça installait dans mon cerveau à moi que le petit déjeuner, il fallait manger, parce que lui, il y allait sévère. Hein. Le lard, il y avait même un petit coup de rouge qu'elle allait avec, voire une petite gnôle. Mais ça faisait partie de la tradition et du folklore, sachant que c'était des produits qui étaient faits à la maison. Mais il y a quand même cette habitude-là de voir les gens petit déjeuner le matin, traditionnellement, sauf que on a rompu avec la tradition de travailler 14 heures par jour en extérieur comme des damnés. Et moi j'ai un travail qui est plutôt sédentaire, même si je fais mon activité physique le matin, donc j'ai pas de nécessité à petit déjeuner comme c'était le cas. Lui il cramait 1500 calories en 4 heures, donc le métabolisme n'était pas du tout pareil. Et ça c'est important à noter parce qu'on répercute des habitudes de vie, c'est-à-dire que l'alimentation elle est essentiellement dans un contexte culturel et familial. On va faire les petits déjeuners que nos parents ont pris. Et qu'eux-mêmes ont pris de leurs parents. Et donc, sauf que les modes de vie sont plus les mêmes, les produits sont plus les mêmes. C'est-à-dire, là, je parlais d'avocats, olives, oléagineux. Mes grands-parents, c'était le gras double du sanglier qui avait été tué, ou enfin du pain, ils n'avaient même pas du pain complet, c'était du pain. Au levain, voilà, avec du beurre qu'on faisait, des œufs, des poules, etc. C'était plutôt ces choses-là. Et de la soupe. Ça pour dire que déjà, on peut avoir de la théorie sur le jeûne intermittent en disant qu'il faut sauter le repas du matin. C'est
quelle activité a-t-on dans la journée? 2. Suis-je épuisé ou non? Ensuite, le midi. De mon point de vue, ça va être le repas le plus important. Pourquoi? On a déjà dépensé de l'énergie, on va en redépenser, et c'est un moment où le soleil est à son zénith et où on a le feu digestif qui est vraiment prêt à, à recevoir de la nourriture. On s'est activé, on s'est mobilisé, intellectuellement et physiquement. Le risque, c'est de partir avec le fait de dire « Attention, j'ai supprimé un repas, il va falloir que je compense mes calories ». Alors ça peut être un risque pour certaines personnes, notamment pour celles qui mangent beaucoup cru, par exemple. Dans le cru, il y a peu de densité calorique, souvent, dans la plupart du temps. Et donc là, si on fait une translation, on va perdre en calories. Mais la plupart d'entre nous mangeons trop, donc il n'y a pas besoin de rattraper, on mange à sa faim. Donc on va toujours commencer... Alors, 2 solutions, j'anticipe. La consommation des fruits. Elle devient un peu problématique pour beaucoup de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent et qui aiment les fruits. C'est-à-dire que pour certains, ça représentait le repas de fruits, le repas du matin. Donc ils prenaient leur volume de fruits, ça leur allait très bien. Et en passant au jeûne intermittent, on vire ce repas du matin. Donc où mettre les fruits? 2 solutions. Bon, ça se digère en une demi-heure les fruits. Si on mange à midi et demi, on peut les mettre à midi et s'ouvrir l'estomac avec quelque chose qui se digère très bien, très rapidement. Ou alors on décide de se faire une collation vers 17-18 heures. Et dans ce cas-là, on fait plus 2 repas, mais 3. Mais on reste quand même sur une plage calorique de 8 heures de digestion. Ça, je dirais, c'est au choix. C'est quelle va être ma pratique physique. Admettons que je ne prenne pas mes fruits à midi. Je fais un repas classique sans fruits, parce que les fruits se mangent évidemment toujours en dehors des repas, pour leur capacité à être digérés. Et donc, imaginons, je finis le travail sur les 17h30 et je vais faire de l'activité physique. Je vais vraiment me donner, je sais pas, à la salle, je vais courir, faire du vélo, de la natation. Et j'y vais fort, et ben, je peux prendre mes fruits juste avant. Avant d'aller me changer pour l'exercice, le temps que je me change, ben, j'ai digéré et crac, mes glucides, je les crame pendant l'effort physique. Ça peut être une bonne option. Donc, le volume calorique que je devrais manger en plus par rapport à mon métabolisme de base auquel je vais rajouter une activité physique, eh bien, ça va être compensé par le volume calorique des fruits qui sont beaucoup plus caloriques que les légumes et qui se digèrent très bien. Donc 2 solutions, soit juste avant le repas du midi, soit plutôt on va dire en entre-deux repas, de préférence avec une activité physique, comme ça, par le volume pulmonaire, on peut oxyder les acides faits des fruits, et ça se passe très bien. Il y aurait évidemment la solution de ne faire un repas que de fruits, le soir ou le midi. Moi, je suis pas fan. Pour les fruits, ça demande quand même un métabolisme particulier que très peu de personnes ont. C'est-à-dire une bonne cage thoracique, une bonne réserve minérale, peu de volume d'air résiduel dans les poumons, plutôt une activité physique au grand air. Enfin voilà, c'est pas... ne faire qu'un repas... Alors si on fait un repas de fruits de temps en temps, évidemment, c'est pas un problème. Mais de le systématiser, ça me paraît très hasardeux. Surtout si on consomme... Enfin en France, on a peu de... France métropolitaine, on a peu de fruits de saison, c'est pas beaucoup en variété et peu en termes de saison. Donc on va taper sur des fruits exotiques, forcément qui sont cueillis pas mûrs, même s'ils sont bio sur des sols plus ou moins riches. Et puis bah, évidemment que vu qu'ils sont pas mûrs, ils contiendront moins de minéraux qui vont encore poser une problématique d'oxydation. Alors le midi, on peut faire, bah, évidemment, le mieux c'est de faire un régime associé, un régime hygiéniste optimum, c'est-à-dire on va partir sur les légumes, préférence des crudités si ça passe au niveau digestif, et puis un bon volume auquel on peut rajouter des herbes, et puis après tout un tas d'éléments variables. Et il faut quand même mettre du dense au niveau calorique. Alors qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, on peut recharger en gras, aller sur les lipides, donc reprendre ces fameux avocats, ces fameux oléagineux, c'est-à-dire ça va être des graines de courge, des graines de tournesol, des graines de chia, des amandes, des noisettes, des noix de Grenoble, etc. Sous forme de purée germée ou pas. Bon. On peut rajouter des olives donc, aussi. Évidemment, si on mange des produits animaux, on va pouvoir mettre des œufs, voire du fromage de chèvre ou de brebis cru.
Voilà, puis là ça nous fera légumes plus lipides. On peut faire légumes plus protides. Et là donc on va venir y mettre, pareil selon nos considérations, on peut mettre, je sais pas, des petits poissons gras, maquereaux, sardines, harengs, les œufs toujours. Puis après si on est consommateur de viande, prendre les parties plutôt viscérales qui se digèrent mieux. Euh, voilà, puis si on reste sur un régime plutôt végétal, on peut mettre des glucides, type patate douce qui peut se manger quasiment crue, on peut manger un peu de panais ou de châtaigne légèrement cuit, on peut aussi prendre des glucides de type sarrasin, amarante ou quinoa germé. Voilà, et puis rajouter pareil des graines de chanvre qui sont très nutritives, des choses comme ça. Mais il faut de la densité calorique à mon avis le midi, et puis on fait tourner, enfin on fait ses affaires, mais bien penser que ça doit pas être, vu qu'on réduit les plages alimentaires, de pas se dire je mange moins d'aliments donc je vais essayer de tout balancer. On fait quand même des associations simples, compatibles, on essaye de varier le plus par rapport à l'instinct que par rapport à une idéologie. Euh, Moi je parle d'alimentation avec de la viande, quand bien même ça fait plus de 10 ans que je mange en grande tendance végétale, que je suis au minimum végétarien. Mais chacun fait ses affaires, chacun trouve son équilibre, chacun son métabolisme, chacun son moment, chacun sa génétique, chacun ses envies aussi, chacun son ressenti. Donc. Mais on reste quand même sur des associations simples, légumes plus une chose, soit glucides, soit protides, soit lipides. Et le soir, alors préférence quand même légère pour les protides qui se métabolisent mieux, enfin les acides aminés se métabolisent mieux le midi. Si on les prend le soir, on va moins optimiser. Et moins bien digérer aussi. Le soir, plutôt de privilégier, on va dire, les légumes et les acides gras. Mais pareil, ça va être en fonction de l'activité physique qu'on aura fait. Si on fait un repas gargantuesque le midi, on peut prendre des fruits un petit peu avant d'aller faire son activité physique et puis faire un repas très light, juste de crudité le soir, ou une soupe, ou un potage, peu importe. En fait, il faut connaître déjà un petit peu son besoin calorique. Et ça, c'est que par l'expérience. C'est-à-dire, on mange à sa faim, en fonction de l'activité physique et du métabolisme de base. Et selon les saisons, comme là on est en pleine canicule, on n'a pas faim. Les saisons où vous êtes en jaune, vous n'avez pas faim. Et donc on a plutôt besoin d'hydratation. Donc on va prendre des concombres, on va prendre des petits jus, on va prendre des fruits frais de saison, et on va plutôt être porté à avoir de la fraîcheur en bouche, pas des choses denses. On va pas aller trop spontanément vers le gras par exemple. Donc c'est pour ça qu'on s'affine plutôt en été, on transpire bien, les monctoires pour fonctionnent, on a plutôt besoin de faire une recharge minérale du fait de la transpiration. Et on a besoin d'hydrater nos cellules correctement. Et ça tombe bien, c'est la période privilégiée pour les crudités et pour les fruits, sous nos latitudes. Et donc, voilà, moi je propose ce modèle-là, mais il y a des personnes pour qui c'est le repas du soir qui est important, pour différentes raisons, parce qu'ils sont beaucoup dépensés, ou parce que c'est le moment de réunion en famille. Et bien là, on va faire une translation, on va plutôt manger léger le midi, et faire plus dense le soir, tout en sachant qu'il faudra déjeuner le plus tôt possible, enfin, dîner le plus tôt possible. On métabolise moins bien, par l'action de la glande pituitaire, on réduit notamment l'action de la glycémie, la gestion de la glycémie se fait très mal. Et puis il y a aussi des personnes qui vont manger plus le soir, c'est ceux qui vont travailler par exemple de nuit. Donc eux, ils vont prendre leur repas le soir pour ne pas avoir à manger la nuit. Par exemple, si on fait, y a des rythmes où on fait 20h, 3h du matin, eh bien il est préférable de s'envoyer un énorme repas à 19h, 19h30, de faire un grignotage de fruits vers 11h, voilà, et puis de laisser comme ça. Le métabolisme n'est pas du tout adapté pour la consommation nocturne. La digestion fonctionne très mal. Au niveau hormonal, c'est la cata. C'est pour ça que le ramadan, il faut être très vigilant, il faut plutôt manger au moment extrême de la nuit, début de nuit, fin de nuit, plutôt qu'en milieu de nuit. Parce enfin bref, j'ai une causerie sur le ramadan, on peut revenir dessus si on veut.
Parce que il y a beaucoup de personnes qui travaillent décalées en équipe et qui veulent jeûner en intermittent. Donc par exemple les gens qui travaillent, je sais pas, comme à l'hôpital. Donc un jour tu as garde de jour, un jour garde de soirée, un jour garde de nuit. Donc c'est tout décalé. Et essayez de rester au maximum sur des digestions diurnes, et le moins possible nocturnes. Mais de toute façon, on va avoir notre métabolisme qui chancelle. Si c'est pas par la digestion, ça va être par le sommeil. Donc il faut essayer d'être le plus en adéquation avec ça. Par exemple, essayez de ne pas faire l'erreur, on fait comme on peut, hein, de rentrer du travail sur les 3-4 heures du mat et de se faire un gros plat de pâtes. Et là, déjà que le métabolisme du sommeil, ça va pas être terrible. Si en plus on rajoute une digestion à ce moment-là, on va pas récupérer. Parce que les 3-4 premières heures du sommeil, j'allais dire de la nuit, de l'état de veille, en tout cas de repos, du sommeil, vont être prises par la digestion. Donc c'est de manger au moins 3-4 heures avant de se coucher. Donc à ma pause de minuit, je mange. Par exemple, ça peut être des fruits, des oléagineux, chose quand même relativement correcte. Alors dans les fruits, j'inclus évidemment les noix, l'avocat et les olives. Donc ça peut être des choses denses, ça peut avoir un travail en extérieur physique. Et pour ne pas, comme ça, quand on se couche à 4 heures du matin, on a fini la digestion et on est en bonne récupération. C'est un problème qui touche quand même pas mal de personnes, donc être vigilant par rapport à ça. Et je dirais le temps de trouver... Alors, pour moi, le jeûne intermittent, ça devrait même pas s'appeler jeûne intermittent, ça devrait simplement être la norme. On est plus fait pour faire 2 repas par jour que 3. De toute façon, toutes les personnes qui passent à 2 repas par jour disent ça me manque pas, et puis j'ai assez, je m'en trouve mieux. Donc bon, c'est que il y a quand même quelque chose au-delà des... Bon, je cite pas tous les bienfaits du jeûne intermittent validés par les études. Mais après, c'est à chacun de trouver quel repas je fais sauter, quel est le repas principal que je vais faire. On a toujours un repas principal. Pour certains, c'est le midi, d'autres le soir, d'autres le matin. Du coup, sur les deux, c'est lequel là, c'est le test sur plusieurs semaines. Dire non, en fait, je me sens lourd, là au boulot ça va pas, ou le soir, non, je n'arrive pas à dormir, je suis agité, ou pour mon sport, je suis la tête dans le sac, ça passe pas, donc il faut ajuster. Et peut-être que de ces 2 repas-là, on peut en rajouter un demi-repas, qui peut être le repas de fruits, toujours dans cette plage horaire réduite de 8 heures, qui va permettre, soit quand je travaille, d'amener une collation pour mieux fonctionner, soit si j'ai une activité physique, de me donner un apport calorique supplémentaire par rapport à mes calories nécessaires sur le métabolisme de base. Il n'y a pas vraiment de règles, il y a quelques principes théoriques et pratiques à connaître, mais de toute façon ça passera que par l'expérience. La plupart des gens témoignent de perte de poids avec le jeûne intermittent, de modification aussi de leur système hormonal, de leur sommeil. Donc tout un tas de processus dans le corps vont être ajustés. Donc on va forcément devoir nous ajuster les choses qu'on a mis en place, que ce soit de manière théorique ou au début instinctive, puis forcément on est vivant, donc on bouge en fonction des saisons. Ce que je disais, là pendant la canicule, on ne va pas manger du tout pareil qu'au mois de février. Ici c'est pas possible parce qu'on se prend 60 degrés d'amplitude, donc la nourriture n'est pas la même, et l'activité physique n'est pas la même aussi. Donc observer, prendre le temps, ne pas se figer sur des choses trop rigides et trop théoriques, et puis faire un petit peu sa sauce en étant convaincu que on mange souvent trop. Virgule sauf pour les gens qui mangent que cru, où des fois il peut y avoir un déficit. On ne se rend pas trop compte parce que il y a la fatigue qui peut arriver, on peut penser que c'est de la détox. On va peut-être même reprendre un peu de poids alors que le corps se met en économie d'énergie, c'est ce qui fait la sensation de fatigue et rétention de graisse. Donc avoir quand même un regard minimum sur compter un petit peu ses calories. Moi je suis pas du tout un partisan de compter les calories, mais des fois je vois certaines personnes qui disent je suis fatigué, le poids est stagnant, mais il y a 400-500 calories dans la journée, donc ça ne le fait pas. Là, on se rend bien compte que c'est pas assez pour fonctionner. Donc on va remettre du dense un petit peu, puis hop, magiquement, on reprend du poil de la bête, et il n'y a pas de reprise de poids, alors qu'on a doublé le volume calorique. On est passé à 1200-1300 calories, en rajoutant des choses plus denses, et la personne fonctionne mieux, c'était dans un état de réserve minimal, parce que le corps se disait, je me mets en situation de détresse nutritionnelle. Donc voilà, c'est la petite exception, mais souvent on mange trop, donc d'enlever un tiers des repas, parce que c'est ça au final, évidemment il faut virer les grignotages, eh bien ça nous fait fonctionner mieux. Parce que l'énergie, le corps en a, par le repos, davantage que par la nutrition.
Mais ça nous oblige à nous responsabiliser aussi sur la qualité nutritionnelle qu'on va avoir. Si on mange des choses qui sont peu mûres, peu crues, il faudra complémenter par des jus, par des bouillons. Parce que si on enlève si on est déjà limite dans ces apports nutritionnels et quand on enlève un tiers des repas, alors c'est certes on va optimiser l'assimilation par ce jeûne intermittent, mais quand même, on est quand même confrontés tous à une difficulté d'avoir des sols riches, avoir des graines pertinentes, et donc du coup d'avoir des végétaux cueillis à pleine maturité et manger le plus frais possible. Voilà, je pense que c'est des grandes lignes qui sont suffisantes pour se lancer de manière pratique, et la clé, ça reste évidemment l'expérimentation.